Moins d'une semaine après le coup d'État survenu au Niger, la réaction de la communauté internationale est sans appel. Si l'Union européenne, la France, les États-Unis et même la Russie condamnent le putsch, sur le continent, les réactions sont plus vives et assorties de sanctions, notamment celles de l'Union africaine, de la CEDEAO ou encore de l'UEMOA. Mais alors, quelle marge de manœuvre pour le désormais président du CNSP, Abdulrahman Tiani, face à cette pluie de sanctions? C'est la question à laquelle on tentera de répondre dans l'article décalé du jour avec Olivier Michel de Campos. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et juste en face de vous, Hamzat Abdoulaye, vous êtes tous deux consultants et analystes géopolitiques. Hamzat, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter une fois de plus notre invitation pour plaisir. justement nous enquérir de la situation au Niger. Qu'est-ce que l'on sait quelles sont les différentes évolutions depuis le jeudi dernier où on a pu justement en parler en plateau? Hamzat Abdoulaye. Oui, alors le coup d'État est acté depuis le jeudi dernier, donc, et je crois que aujourd'hui nous sommes à l'heure des sanctions, à l'heure des réprimandes, à l'heure des menaces aussi, et à l'heure des dissensions. Mais il faut comprendre aussi quelque chose, c'est que le Niger, le contexte a évolué au Niger. On est parti d'un coup d'État organisé par une partie, je vais dire, de l'armée qui est au sein de la garde présidentielle, je vais dire, et ensuite qui a réussi à obtenir le consensus de toute l'armée. Donc il y a eu évolution à ce niveau. Et si vous avez toute l'armée avec vous, cela voudrait dire qu'en réalité, ça va être compliqué que les sanctions puissent avoir une certaine efficacité contre vous. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que le coup d'État n'est plus le coup contre le chef de l'État ou contre le président, l'ex-président de la République. C'est devenu un coup d'État systémique. C'est-à-dire le coup d'État qui disait à ses premières heures qu'en réalité, ça soulignait beaucoup plus une solution contre l'insécurité au Niger, ou contre la mauvaise gouvernance, ou encore contre les défis économiques jamais relevés depuis plusieurs années, est devenu un coup d'État systémique, c'est-à-dire contre le système anti-français. Et vous l'avez vu dernièrement. On rejoint le schéma du Mali et du Burkina Faso, petit à petit. Bon, je pense que ça, ce n'était pas prévu au départ. Ce n'était pas un coup d'État qui mettrait en cause ou remettrait en cause le système mis en place depuis plusieurs années déjà. Dans le pays. Donc ça, ce n'était pas prévu. Mais il fallait s'en servir pour se donner une certaine de la légitimité déjà auprès du peuple. Auprès de la population. Parce que, rappelez-vous, je disais que la population, le contexte était un peu particulier par rapport au cas du Mali et du Burkina Faso, dans le cas où la population était plus ou moins spectatrice, je vais dire, de ce coup de force. Mais aujourd'hui, ça a changé parce que c'est devenu un coup d'État justement systémique contre un système mis en place. D'où le ralliement de la population, vous l'avez vu dans les rues de Niamey, et en même temps les attaques directes contre l'Occident et de facto contre la France, qui en temps aussi a pu faire des déclarations grâce au chef de l'État français, en disant notamment qu'il ne laisserait pas passer une attaque contre les ressortissants français, et surtout il tient à protéger les intérêts de la France. Alors il faut dire les choses clairement. Quels sont les intérêts français aujourd'hui au Niger? Les intérêts sont considérables. On parle déjà... Avant, je ne vous coupe pas, mais avant que justement d'apporter cette piste et de s'intéresser aux intérêts français donc au Nigeria. Au Niger, pardon, je vous fais une question. Olivier Michel de Campos, la situation a donc évolué au Niger depuis le jeudi dernier où on a pu donc aborder le sujet en plateau. On sait désormais que c'est Abdulrahman Tiani qui est à la tête donc, du CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. On peut le dire, l'ex-responsable de la garde présidentielle, donc de Mohamed Bazoum. On sait également que oui, il y a donc une pluie de sanctions contre le pouvoir en place, sinon contre le CNSP. Et parmi ces sanctions, sinon parmi ces pays à avoir réagi, il y a une réaction qui surprend d'aucuns, c'est celle de la Russie. Oui,
Vous voulez dire qu'il a aussi condamné, Oui, qui a aussi condamné. Qui a demandé à ce Oui. que le président soit remis en liberté. Oui. Oui, Alors que quand on voit le schéma oui, actuellement, tout porte à croire que, oui, on est dans le même schéma que le Mali, que le Burkina, et que la Russie, dans les prochains jours, pourrait peut-être, pourquoi oui, pas, le fait venir à la rescousse. il faut faire très attention aux positions, aux propos tenus par la Russie dans cette affaire. C'est la libération du président. Vous n'imaginez pas quand même la Russie encourager. Voilà, au moins ouvertement ce qui est en train de se passer. Et donc, à ce niveau, moi, je n'ai pas forcément de difficulté à comprendre ce qui est en train de se passer. Je pense qu'il faut rester sur les principes. Et de tout temps, la Russie a toujours quand même dit ce qu'il fallait dire. Maintenant, la réalité, voilà, est autre chose. Mais on n'imagine pas un État venir dire qu'on soutient et que c'est bon et que c'est encouragé, qu'il faut détenir un président de la République. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de préoccupation à se faire. Alors, en terminant la dernière fois, j'avais fini sur une conclusion. En tout cas, j'avais émis certaines idées, à savoir qu'il fallait que les chefs d'État, puisqu'ils devaient se réunir pour un sommet extraordinaire. Ce qui a été fait le dimanche d'ailleurs. Voilà. Donc j'avais quand même dit qu'il fallait que des solutions constructives et pragmatiques soient proposées. Et justement, c'était à dessein. Et dans constructive, j'entendais des solutions qui sont porteuses de projets à long terme. Des solutions, en tout cas des initiatives qui permettraient de résoudre les questions sur le long terme. Pas des initiatives qui résoudrait la question du Niger, peut-être à court terme, ou juste résoudre la question du président Bazoum, et puis après, bon, on retourne dans les travers habituels. Et pragmatique dans le sens qu'il fallait tenir compte du contexte et de la situation dans son ensemble. Et donc aujourd'hui, vous avez évoqué, il y a une pluie de sanctions qui s'est déjà abattue sur le pays. Peut-être que on aura certainement le temps d'en débattre, mais déjà, si vous le permettez, peut-être faire une petite analyse à ce sujet. Déjà, quand vous voyez un peu, d'abord la configuration, souvenez-vous toujours de là où on est parti. Sommet du 9 juillet à Bissau, où le président Tinubu prenait la tête de l'institution et faisait la déclaration forte de mettre un terme à ces genres de prise de pouvoir par la force. Et quand moi j'analyse un peu tout cela, parce qu'il ne faut pas isoler ces événements, je me dis il faut tenir compte quand même des paramètres assez importants. C'est-à-dire, qui est M. Tinubu, le président du Nigeria, qui porte aujourd'hui la voix de la CEDEAO. Et imaginez-vous bien que rien ne pourra se faire sans que la CEDEAO n'y apporte un poids puissant, et une caution quand même assez importante. Et donc, vous imaginez quand même le président Bola Tinubu du Nigeria, qui est lui-même, qui a eu une histoire avec le coup d'État. Qui vous souviennent qu'en 1993, lorsqu'il avait été élu sénateur de l'État de Lagos, il y avait eu un coup d'État à l'époque qui avait annulé les résultats de l'élection du candidat civil qui avait été élu donc à l'époque, Moshood Abiola. Et c'était ce coup d'État-là qui avait amené finalement Sani Abacha au pouvoir. Et Tinubu avait été obligé à l'époque de même s'exiler, au Bénin en l'occurrence. Et donc, entre parenthèses, son histoire avec le Bénin. Voilà, tout cela est lié. Parce qu'il connaît très bien le Bénin. Et donc, vous avez quelqu'un qui a une histoire avec le coup d'État. Et donc, lorsqu'aujourd'hui, il porte cette voix et qu'il dit aujourd'hui ce qu'il est en train de dire sur la scène internationale, il faut tenir compte de cette idiosyncrasie-là, c'est-à-dire de ce trait personnel qui forcément influence ses propos, ses prises de décision. Maintenant, c'est pour ça que je disais, je mettais l'accent sur le pragmatisme. Il va falloir faire une distinction entre ses croyances personnelles, son histoire, et la situation réelle que traverse la sous-région. Parce qu'il ne s'agit pas que du Niger, il ne s'agit pas que d'un pays pris isolément, il s'agit d'une situation beaucoup plus globale, beaucoup plus importante. Et il faut qu'elle soit adressée de manière vraiment pragmatique. Sinon, vous n'avez pas le sentiment en fait que ces mesures prises par la CEDEAO par rapport à ces mesures, qu'ils vous souviennent d'ailleurs, on a fait pratiquement la même chose avec le Mali. On avait dit à l'époque, souvenez-vous, en janvier 2022, qu'on donnait quelques semaines, voire quelques jours au régime
qui allait tomber, le peuple allait se soulever, le régime allait tomber. Mais voilà ce qui s'est passé par la suite. Le Mali n'est pas tombé. Le régime a tenu bon jusqu'à ce que ces sanctions-là puissent être progressivement levées. Et donc, c'est pour dire quelle est l'efficacité qu'on attend de cette décision. Nous ne sommes pas là forcément pour juger, mais c'est de dire qu'est-ce qu'on attend concrètement de ce qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, on met en plus l'option militaire sur la table. Mais lorsque vous imaginez un peu les liens, l'interdépendance complexe qu'il y a entre un pays comme le Niger et différents pays de la sous-région, on se demande vraiment quels pourraient être les effets, les conséquences de ces décisions, de ces sanctions-là particulièrement sur un pays comme le Bénin. Parlons de là où nous sommes, un pays comme le Bénin, dont le port est le port naturel du Niger, et où nous avons des transactions commerciales de tous ordres qui font quand même vivre également une bonne partie de notre économie. Et donc, c'est à se demander quel est l'objectif et quel est le rapport coût-bénéfice qui a été fait pour qu'on puisse mettre en place tout ce paquet de sanctions contre le pays et quels pourraient être les résultats potentiels auxquels l'on pourrait s'attendre. C'est la question qu'il faut se poser pour vérifier vraiment quelle pourrait être l'efficacité, l'opportunité, la pertinence de ce qui a été décidé comme mesure. D'accord. Oui, Hamzat Abdoulaye, je reviens à vous à présent sur justement la pertinence, l'efficacité de cette pluie de mesures prises donc, à l'encontre du Niger. L'Union africaine donne notamment, je pense, une quinzaine de jours donc, à la jeune pour rendre le pouvoir. Une semaine. L'Union africaine, 15 jours. Par contre, la CEDEAO, une semaine, a sorti donc voilà, une dizaine de mesures. On parle de fermeture de frontières, on parle de gel des avoirs des membres du CNSP. On parle également d'interdiction de voyage et de beaucoup d'autres choses. Oui, est-ce que ces mesures, selon vous, sont réalistes et peuvent justement permettre à la junte au pouvoir de flanchir? Écoutez, la CEDEAO ne peut faire que ce dont elle a les moyens en réalité. Et les moyens de la CEDEAO, pour l'instant, sont limités à ça, les sanctions. Mais il faut rappeler quelque chose qui est très important, c'est que quand on prend les cas précédents du Mali, du Burkina Faso et par extension de la Guinée, eh bien on se rend compte que les sanctions n'ont pas souvent été efficaces. Les sanctions ont une portée limitée. Et on a ici plus ou moins le même train de sanctions. Oui, et sur une échelle peut-être encore plus aggravée, dans la mesure où les sanctions se sont faites de façon très rapide. Quelques jours, on a eu droit à moins d'une semaine déjà. Exactement, ce qui n'était pas le cas du Mali. Le Mali a quand même eu un temps, environ un mois avant d'être sanctionné. Donc, je trouve que les sanctions avec le cas malien et burkinabé n'ont pas été suffisamment efficaces. Mais là n'est même pas la question. La question est de savoir, est-ce que la CEDEAO prend vraiment en compte le contexte nigérien? C'est ça la véritable question. C'est-à-dire, je comprends l'intervention tout à l'heure de mon confrère par rapport à l'histoire personnelle du président Tinubu, qui est foncièrement contre les coups d'État. Mais je le disais lors de la précédente émission, il ne s'agit pas d'être contre les coups d'État ou d'être contre les armées au pouvoir. Non, il s'agit plutôt d'être contre les causes des coups d'État. Et j'évoquais tout à l'heure le contexte systémique. Ce n'était pas, par hasard en réalité. Quand on évoque les causes des coups d'État, eh bien, le système y est pour beaucoup. Trois choses ont été mal gérées après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je le dis aussi très souvent, la mondialisation, la chute du mur de Berlin et la décolonisation. Et cette décolonisation mal effectuée continue d'avoir de mauvaises répercussions sur les systèmes, je vais dire, démocratiques hérités de ces États africains. Et ça se continue à se sentir à travers les régimes, à travers les élections, à travers les gouvernements et à travers la gestion aussi de ces États. Donc, mauvaise gestion de cette décolonisation qui a entraîné un système qui ne profite pas forcément à la population. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est bien entendu le contexte sécuritaire dramatique qu'on constate dans les États, non seulement du Sahel, mais aussi de plus en plus dans les États du Golfe de Guinée. Et ce contexte, bien entendu, ne profite pas aux populations non plus. Et enfin, vous avez la fragilité des institutions. Pourquoi la CEDEAO ne se concentre pas justement pour miser sur la force des institutions dans les États membres de cette communauté?
il faudrait beaucoup plus renforcer ces causes de ces coups d'État. Si vous avez des institutions tout le temps fragiles, l'armée fragile, l'Assemblée nationale dans ces États dépend d'un seul homme, la plupart du temps dépend souvent du chef de l'État. Et voyez-vous, avec ce schéma, vous avez des coups d'État qui ne sont pas en réalité la cause du problème, mais qui sont en réalité la conséquence de tous ces multiples problèmes, décolonisation du système, l'échec de la sécurité, de la mise en place d'une véritable politique de sécurité, l'échec d'une politique liée à la sécurité alimentaire qui est quasi inexistante. Vous prenez un pays comme le Niger, qui est doté de multiples ressources, qui est tout de même deuxième producteur d'uranium, donc qui est censé tout de même avec ce potentiel être indépendant énergétiquement. Mais ce n'est pas du tout le cas. Et avec tout ça, on se rend compte qu'en réalité, la classe politique a échoué. Donc si l'armée a pris le pouvoir, je ne justifie pas un coup d'État. Non, au contraire. Mais je suis en train de dire qu'il y a des raisons qui ont poussé ces gens à prendre le pouvoir, mais pas pour conserver ce pouvoir. J'imagine c'est dans un plan qui est à moyen ou long terme. Non, on sait que l'armée n'a pas récupéré le pouvoir pour la conserver. Au contraire, l'armée a récupéré ce pouvoir justement pour remettre en place certaines choses. Et ça, il faudrait que la CEDEAO et les institutions sous-régionales puissent suffisamment l'assimiler. Parce que sans quoi ça risque d'être un peu comme une cacophonie, ça reste d'être une embrouille, je vais dire, entre les institutions et les États. Alors, parlons des conséquences de ce coup d'État sur la sous-région. Ça risque d'être dramatique. Vous savez, le Niger est une zone stratégique aujourd'hui, à la fois pour les États qui sont frontaliers au Niger, mais aussi pour, je vais dire, les États occidentaux, notamment la France. La France. Je parlais tout à l'heure de l'uranium, par exemple. La France dépend d'une façon ou d'une autre du Niger. Déjà, côté coût, au niveau de l'uranium, c'est beaucoup accessible. Et la France a pas mal de coopération sous-régionale avec le Niger. Et remettre tout cela en question, ça risque d'être dramatique. Et bien entendu, les États qui pourraient aussi souffrir de ça, le Bénin. Le Bénin surtout pourrait souffrir. Comme mon confrère l'a rappelé, le Bénin a un port qui est en réalité le port naturel du Niger. Mais le Niger a d'autres ouvertures. L'Algérie et la Libye aussi. Et le Niger s'en sert de ces pistes de sortie. Donc si la CEDEAO qui se renferme, qui veut se fermer, qui s'est déjà fermé aux frontières en tout cas, ça ne va pas empêcher le Niger de pouvoir tenter la piste libyenne ou la piste algérienne. Et on sait bien, les relations avec l'Algérie et la France ne sont pas au beau fixe depuis un moment. Et la Libye est un État qui est toujours en train de se chercher et ça pourrait être une piste de sortie pour le Niger. Donc, je pense que ces sanctions vont beaucoup plus pénaliser les pays limitrophes, c'est ça. Exactement. Ça risque plus que le Niger. C'est vrai, en écoutant le Premier ministre hier sur les ondes de vos confrères, il était question du fait que, évidemment, ces sanctions vont étouffer le Niger et que la junte ne pourra pas tenir. Mais ce n'est pas le cas. Parce que quand on prend le contexte malien, c'était les mêmes analyses qui furent effectuées, c'était les mêmes prophéties de la catastrophe qui furent effectuées, mais le Mali a tenu bon, et de manière fantastique d'ailleurs. Donc, c'est pour dire que la résilience ne se limitera pas uniquement au contexte des sanctions, mais ira bien au-delà. Et je pense que la leçon fondamentale qu'il faut retenir, c'est qu'on ne vient pas réclamer la paix dans un État en brandissant la baïonnette. Et la CEDEAO aujourd'hui est en train de mettre en avant la possibilité d'une intervention au Niger. Justement, sur cette question, avant de vous écouter. Ce point est fondamental parce que ça risque d'être un point de non-retour en réalité dans les relations bilatérales avec les États de cette même CEDEAO. Parce que si la CEDEAO franchit ce pas, c'est que ça remet en question ce que c'est que la souveraineté de chaque État. Ça, c'est une chose. Et si la CEDEAO intervient militairement, on se pose tous la question. Ils vont tirer sur la population. Comment ça va se passer parce qu'on sait qu'il y a une population qui est partisan à part entière de ce qui se passe aujourd'hui au Niger, justement parce que les causes... de ce qu'on a pu voir dans la rue donc, nigérienne courant ce week-end, il y a une frange de la population quand même qui est donc apparemment du même avis que le CNSP et qui accompagne donc ce putsch, sauf que des dires justement du Premier ministre sur Radio France Internationale par exemple, ce n'est qu'une partie de la population. Et d'ailleurs,
prédisait que dans les prochains jours, on verra également dans les rues nigériennes d'autres citoyens, une autre partie de la population qui très certainement viendra décrier le putsch et le pouvoir exercé, j'y arrive par le CNSP. On a un intervenant au bout du fil, d'accord, on va le recevoir rapidement avant de revenir en plateau. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue, merci de vous présenter. Monsieur Karim de Saveur, on vous écoute. Imam. Oui, le coup d'État de Niger, ce n'est pas un coup d'État contre vous. Ok. C'est un coup d'État contre l'OTAN. Contre Parce que l'eau, c'est tout. Contre l'OTAN. L'OTAN. Ok. Après, oui, c'est l'OTAN qui a posé tout ce qu'il faut nous dire aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Ok, dans quelle mesure? La Libye, c'est aujourd'hui. La Libye, ok. Dans la mesure que c'est les réfugiés de la Libye qui sont en train de faire n'importe quoi dans l'Afrique du Sud, vous savez. Ok. Pourquoi en réalité, il faut comprendre que quand vous parlez de djihadistes, voilà, avec vous, et qui est pour les djihadistes? Qui est pour les djihadistes? Vous rappelez-vous que le président Bazoum dit publiquement que les djihadistes sont plus armés que l'armée nigérienne. C'est pas possible. Est-ce que vous n'avez pas de ce mot-là? Voilà pourquoi, quelque part, tout ce que la fédération doit faire, c'est pouvoir baser tout le monde. Si la fédération, par exemple, il tente d'aller littéralement déloger les militaires du Niger, pour la population, c'est des problèmes. Je vous jure. Avec tout ça, tout le monde, s'il faut que toute la population, d'abord, dites-moi, avec les quels États qui sont présents à Abuja, il y a combien qui ne va pas passer par Abuja? Alors, je demande, est-ce que les autres, vous ne pouvez pas le dire, ça va vous dire qu'il a été élu. Il ne peut pas vous dire qu'il a été élu. Tout le monde connaît ça, mais d'abord, ça va agir. Donc, quel est le président africain qui va se dire qu'il est élu démocratiquement? Et le président, et quand on fait, ça va être mal. D'accord. Je n'ai pas confiance d'essayer d'encourager tout ça. Ils ont le moyen d'avoir les familles, tout ce qu'ils veulent. Mais pour les pauvres, ils vont tout faire. D'accord. Merci, Imam. Bonne suite de journée à vous, à Savel, Imam Karim, alors qui estime que oui, voilà, tout ça est dû à l'OTAN, à la Libye notamment, donc pour parler de la crise sécuritaire notamment. Justement, j'allais vous faire cette question, Olivier Michel de Copo, sur l'efficacité de ces mesures, les premières mesures prises donc, et la CEDEAO qui annonce justement le recours à l'intervention militaire si justement la junte au pouvoir ne cède pas d'ici la semaine. Donc, oui, d'ici une semaine. À lui donner. Oui, quelle efficacité à ce niveau ou pas? Oui, déjà. Il faut en arriver à une intervention militaire. Non, si on en arrive à une intervention militaire, ça voudrait dire donc que les militaires au Niger n'ont pas obtempéré à ce que la CEDEAO a. Justement. Et là, on pourrait parler de on rentre dans un bras de fer. Bonjour. Un second intervenant, enfin un deuxième. Bonjour, il est parti. Il est parti. Ben, déjà, oui, ça voudrait dire que la situation est en train de se tendre davantage. Si on en arrivait à l'intervention militaire, on va laisser. Oui, allô? Bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Monsieur Kochoni. Oui. Vous appelez d'où? On vous écoute, monsieur. Non, je suis très ravi de votre émission. Merci. Et après la déclaration de la junte au pouvoir, et ce qui circule sur les réseaux sociaux, on dit que les militaires vont après les djihadistes. Ils vont les djihadistes. Il faut demander d'abord l'accord de la France avant de pénétrer. N'écoutez pas forcément tout ce qui se dit sur les réseaux, monsieur Kochoni. Les militaires sont toujours pour la France dans le Sahel. Donc si la France perd le Niger, c'est que la France est à terre. Donc selon vous, il faut utiliser tous les moyens. Il faut pour maintenir le Niger. Mais si
la jeune peut se maintenir correctement, je suis sûr, et j'ai la conviction qu'ils vont remporter la victoire. Êtes-vous en train d'encourager le coup d'État, M. Kouchouni? Bon, merci en tout cas pour l'intervention et bonne suite de journée à vous. Après cette intervention, on va marquer une pause par rapport aux appels. On va venir en plateau très rapidement. Donc, alors oui, sur la question de l'intervention militaire, je reviens. Oui. Pourra-t-on là parler de mesures efficaces, puisque vraisemblablement les premières ne vous paraissent pas vraiment efficaces en tant que telles ou pragmatiques? Non, vous savez, par rapport aux premières, l'efficacité de ces mesures... Parce qu'on a vu les mêmes mesures, les mêmes mesures, oui, au Mali, au Burkina, et même tout à fait, sans résultat. Donc tout à fait, justement, je voulais opiner par rapport à cela. Si elles n'ont pas été suivies d'effets, en tout cas si elles n'ont pas eu les effets escomptés, celles-là qu'on attendait en les prenant, c'est en raison de leur application. Vous savez, les sanctions ont cette particularité-là, qui tient au fait qu'elles ne sont efficaces que si elles sont appliquées. Quand elles sont réellement appliquées. Elles sont réellement appliquées. Mais vous avez dans le cas du Mali et d'autres pays, aussitôt que les sanctions ont été prises, vous avez eu la Guinée, par exemple, qui a offert des portes de sortie au Mali. Vous avez, à l'époque, je pense, la Mauritanie et d'autres États qui avaient offert au Mali de pouvoir utiliser d'autres canaux pour se refaire. Donc, les sanctions ne pourraient être applicables et efficaces que si elles sont appliquées pleinement par tous les États de la région. D'une manière unanime et ferme. Et ce qui n'est pas gagné d'avance. C'est ce que mon confrère disait, vu le contexte géopolitique et vu tout ce qu'on a comme éléments sur le terrain. Donc là déjà, c'est pour ça qu'on parlait d'efficacité, à savoir, est-ce que ces sanctions-là pourraient réellement être appliquées par tous? D'accord. Et là déjà, c'est le premier point. Sur la question de l'intervention. Sur la question de l'intervention, mais avant d'en venir là, vous avez soulevé un point très important au niveau de la population dans la rue. Déjà, vous observerez que ce qu'on a vu le premier jour du coup d'État, lorsqu'il y avait encore la tension, c'est-à-dire du pouvoir, quand vous comparez un peu la quinzaine, la dizaine de personnes dans la rue par rapport aux milliers. Non, mais mettez un peu les images. Oui, c'est une façon de caricaturer. Une centaine. D'accord. Voilà, c'est mieux. D'accord. Donc, quand vous mettez les deux images en perspective, évidemment. Vous voyez le décalage qu'il y a. Donc, mais est-ce que là, justement, on ne peut pas se dire que oui, c'est une manière pour la junte de se légitimer? De légitimer. Je disais la dernière fois que le processus est connu. On connaît le scénario. Puisqu'on n'était pas parti sur ce schéma. Et justement, c'est tout ce qui se passe là, qui donne des éléments pour changer, donc, la donne au fil du temps. Et je rappellerai donc quand on même improvise. Quelque chose. Non, on n'improvise pas, on s'adapte à l'évolution de la situation. Et on s'adapte en improvisant. J'ajouterais que le fait de dire que oui, c'est quelques milliers de personnes dans la rue, mais vous voyez ce qui s'est passé, ça c'était un, mais c'est de dire que vous avez des présidents qui ont été élus par des millions de citoyens et qui ont été déchus par quelques milliers dans la rue. Donc c'est pour dire, c'est pas le nombre qui compte, c'est la capacité de mobilisation de ceux qui sont dans la rue. Parce que vous n'aurez jamais le peuple entier dans la rue pour mobiliser. C'est pour ça que cette notion-là de peuple est assez polémique. Maintenant, pour revenir sur la question des sanctions, plus précisément celle de la menace d'une intervention militaire, vous savez, c'est un pas quand même assez important s'il devait être franchi. Et comme je le disais, si on en arrivait là, ça voudrait dire de facto que les militaires au pouvoir n'ont pas obtempéré à ce que la CEDEAO a demandé. Et donc, ça voudrait dire qu'ils sont préparés à rentrer en confrontation avec la CEDEAO. À ce niveau-là, qu'est-ce que, de mon point de vue, pourrait être l'analyse? Déjà, il faut se dire que on est en train de franchir un cap très important, une porte de non-retour, comme le disait mon confrère tantôt, qui va dépendre donc des objectifs que l'on veut atteindre en faisant cela. Et sur ce point de vue, il va falloir ne pas se rater. Parce que si les chefs d'État décidaient d'aller militairement dans le pays, il faut que ce soit pour réussir. Absolument. Parce qu'un échec de cette intervention, et là, je voudrais quand même rappeler qu'il n'y a pas que le Niger. Et quand je parlais d'évolution, d'adaptation, n'oubliez pas qu'il y a le Mali, qu'il y a le Burkina et qu'il y a la Guinée qui pourraient se sentir concernés par ce qui se passe au Niger. Justement. Et donc, on pourrait entrer dans un schéma d'embrasement qu'on ne maîtrise pas forcément.
Et donc, si la CEDEAO devait se risquer à un tel exercice, il faudrait qu'elle ait l'assurance qu'elle va réussir son cours et que de l'autre côté, il n'y ait pas forcément de résistance. Et donc, tout va se jouer au niveau du rapport de force. Du rapport de force entre voilà, les militaires au Niger et la CEDEAO. Merci à la régie donc de mettre une pause par rapport aux interventions téléphoniques. On va lire quelques réactions des internautes et après prendre les mots de fin de nos invités en plateau et on va solliciter peut-être 2 à 3 minutes supplémentaires. Alors, très rapidement, il y a Manassé Avlessi qui dit « Il faut que la France cesse de nous piller, nous utiliser, ce n'est pas bien, on ne fait comprendre que nous sommes on nous fait comprendre que nous sommes indépendants. Or, c'est du pipeau. L'Afrique veut avoir sa monnaie et être libre. Le Niger est dans leurs mains. Ce que je sais, c'est que ces sanctions au nom de Bazoum sont conjuguées au passé. J'ai pas compris. Cherchons à savoir pourquoi autant de coups d'État et des sanctions. Sinon, demain, ce sera un autre pays. C'est Gbeminayi Kevin qui réagit ainsi. Info Monde 229. Le Niger suspend avec effet immédiat la livraison de l'uranium et de l'or vers la France ce dimanche. Voilà également la décision du Niger. En la matière, il y a une autre intervention que la CEDEAO utilise ses moyens militaires pour combattre le terrorisme d'Alliance CEU. Puis, il y a Brian Vincent Domago qui réagit, mais il dit tellement de choses que je pense que on ne pourra pas... Mais bon, on y va quand même très rapidement. Je pense que notre problème en Afrique ici, c'est la CEDEAO, l'UA, la CEMAC, l'UEMOA, etc. Ces organisations régionales financées par la France et ses bandes. Pourquoi personne ne réagit quand les chefs d'État tripatouillent la Constitution pour modifier les limitations de mandat? Pourquoi le Tchad a assassiné le président Idriss Déby et la France, l'UA, n'ont pas réagi? Pourquoi les présidents africains modifient les codes électoraux tous azimuts en leur faveur et l'UA ne réagit jamais? Pourquoi les chefs d'État emprisonnent leurs opposants et l'UA, la CEDEAO, ne réagissent pas? Donc c'est autant de choses qu'ils citent pour dire finalement qu'ils regrettent voilà, d'appartenir à cette région de la Terre, qui n'encourage pas les coups d'État, mais que s'il y a coup d'État, premièrement, c'est parce que nos présidents donnent l'envie de les évincer. Mot de fin, malheureusement. Non, il faut retenir déjà que ces organisations sous-régionales ne sont pas toutes mauvaises. Il y a de très bonnes parties qui sont... Enfin, qu'il est important aussi d'assimiler. La CEDEAO, par exemple, a un certain allant vers la volonté de l'intégration, de la liberté ou de la libre circulation des personnes et des biens. Ça, c'est des avancées considérables. Et je pense même, sur cette échelle, la CEDEAO n'a rien à envier à l'Union européenne, sur cet aspect bien précis. Mais le drame, et c'est ça ce qu'on dit et ce qu'on ne cesse de souligner, c'est pas que quand on dit la France pille, non, c'est pas ça, c'est plutôt les relations établies depuis la décolonisation ne sont pas les bonnes. C'est-à-dire le type de pacte ou le type de coopération. Il faut changer le rapport avec ces États. Et je pense que là, c'est la dernière chance pour à la fois ces États de l'Occident qui n'ont pas remis en question leur façon de dealer avec le continent. Parce que là, le rapport est en train de changer. On parle de rapport de force, mais là, vous avez la Russie, vous avez la Chine, vous avez l'Inde, vous avez la Turquie qui sont en train de faire d'autres propositions. Et ça ouvre forcément les yeux et les paramètres. Je fais là-dessus en citant ce proverbe Bambara qui dit « on ne rase pas la tête à quelqu'un en son absence ». Oui, ça revient. Il faudrait prendre connaissance de ce que les gens vivent pour pouvoir leur faire des propositions meilleures et mieux. Et je crois que le Niger, avec ce qui se passe, sait exactement où aller, mais il faudrait bien entendu aller sur la voie de la médiation. Et je ne pense pas que les armes puissent résoudre un quelconque. Oui, Olivier, Michel, de Compos, il y a la possibilité donc de dealer avec l'Algérie, de dealer avec la Libye, mais également, Bon, vous savez que la CEDEAO est actuellement en pourparlers avec l'Algérie, notamment. On sait tous pourquoi, certainement, pour demander à ce que... Bon, bref, il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire que, déjà, vous savez, pour conclure, il faut quand même prendre la situation au Niger qui est assez particulière. Vous avez un pays qui a, sur une dizaine de présidents, connu 4 présidents civils et une seule transition démocratique, c'est-à-dire une seule fois un président qui allait au bout de son mandat. C'est des paramètres qu'il ne faut pas négliger. Quand on parle de démocratie, d'acquis démocratique, de quel acquis démocratique est-ce qu'on est en train de parler? C'est un pays en construction. C'est une démocratie en construction. Et donc, il y a des éléments quand même, il faut qu'on puisse faire une analyse beaucoup plus profonde pour les appréhender et comprendre pourquoi les militaires se sentent le devoir de prendre les responsabilités dans ces conditions-là. Et donc, la question du Niger, deuxième point, c'est de dire le Niger aujourd'hui, c'est la seule carte
des Occidentaux dans la région. C'est la base opérationnelle de la France, de l'OTAN et d'autres États dans la région. Donc si le Niger est perdu, si le Niger est perdu, la région sahélienne est quasiment perdue. Il ne restera que le Tchad entre griffes pour tenir la maison. Et donc c'est pour vous dire un peu l'ampleur des enjeux qui sont autour de la question nigérienne et qui justifie d'ailleurs cet activisme-là qu'on est en train d'observer du point de vue de la communauté internationale et aussi de la CEDEAO qui sont, je pense, assez durs actuellement vis-à-vis de ce pays-là. D'accord. Pliera ou pliera pas, on attendra de voir pour parler donc de Tchiani et de sa bande. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de répondre à la question. Quelle marge de manœuvre? Oui, alors on a parlé. La marge de manœuvre, mon confrère parlait de négociations tout à l'heure. Vous savez, négociations pour dire quoi? Qu'est-ce qu'on propose ou qu'est-ce qu'on pourrait proposer aux militaires pour soit de revenir, mais vous savez très bien que c'est compliqué dans ces conditions-là d'offrir des ports de sortie à des militaires poutistes. Quel serait leur avenir? Donc, la négociation, dans ce point de vue, pourrait être assez difficile. Et maintenant, quels sont les autres aspects que l'on met sur la table pour offrir quand même des conditions assez intéressantes pour résoudre le malaise qui existait du peuple nigérien et de tout ce qu'on a comme cause profonde qui entraîne ce genre de coup d'État. D'accord. Merci beaucoup à vous, Olivier Michel de Campos. Merci à Hamzat Abdoulaye. Malheureusement, comme on s'y attendait, et comme d'habitude, le temps ne nous permet pas de tout dire. Mais ce n'est que partie remise. On aura encore d'autres plateaux pour le faire. Et peut-être bien qu'on se retrouvera en plateau avant la fin de cette semaine, peut-être le jeudi, pour revenir sur d'autres aspects donc, de la situation au Niger. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant, plaisir au ciel.